Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, on doit déterminer ici le lien entre la longueur L du flotteur et la concentration C, qui est un paramètre dont on ne donne pas évidemment la valeur. On veut un lien mathématique entre grand L et C, qui permet ainsi de déterminer la concentration volumique du sucre dans l'eau. Donc, on écrit simplement l'équilibre de flottaison, à savoir la masse, est égal simplement au volume immergé, à la poussée d'Archimède, qui est la masse volumique du liquide, multiplié par la longueur L fois la section, c'est-à-dire le volume sous l'eau, plus le volume V de la boule qui est plongée ici et qui sert en fait essentiellement à déplacer le centre de masse et à rendre cette situation d'équilibre un équilibre stable. Donc maintenant, j'exprime directement ce que je cherche, c'est-à-dire grand L, par rapport aux différents objets qui sont là. J'ai la masse grand M de mon objet, que je sais être de 4 grammes, la masse volumique de ce fluide qui va dépendre de la concentration grand C de sucre dans ce liquide. Donc j'ai une relation formelle, je n'ai qu'à mettre maintenant les différentes valeurs en fonction des données du problème. Et donc j'ai ma masse de 4 grammes qui est la masse totale de mon corps, qui est en équilibre avec la poussée d'Archimède, c'était ma première équation. 4 grammes moins la section qui était de 2 cm carrés, de volume, pardon, qui était de 2 cm cubes, fois la section qui était 1 cm carré, donc ceci fait 2. Et donc ici, la masse volumique, qui est la masse volumique de l'eau, plus la concentration C fois la masse volumique du sucre, divisé par la section qui est 1, multiplié par ρ, qui est donc de nouveau 1 plus 1,5879C. Je mets tout au même dénominateur, enfin c'est au même dénominateur, mais je développe la valeur du numérateur et je trouve directement un lien entre la distance L et la concentration C de sucre. Je peux encore simplifier, puisque je n'aime pas trop, par exemple, ici, le 1 plus 1,58. Je peux simplifier en mettant le 1,5879 en évidence. Et donc, j'ai une relation de 1,25593 moins 2 fois la concentration, divisé par 0,60, etc., plus la concentration. Tout ça exprimé en centimètres, puisque j'ai tout exprimé en grammes et en centimètres cubes, et la section en centimètres carrés. Et donc, le résultat qui est là, ce sont des centimètres. Donc, je peux graduer en partant de 0 jusqu'à la valeur maximale possible. Il faut évidemment que le numérateur soit positif. On ne peut pas avoir un L négatif. Et donc, ça me permet de voir que voilà, la concentration maximale que je peux avoir est de 1,25, 1,26, disons, divisé par 2, donc à peu près 0,6, donc à peu près 60% en volume, et le maximum. Alors, Ako me demande, je ne comprends pas d'où vient le C. Le C est depuis le début la relation entre la masse volumique du liquide et la concentration C en volume du sucre dans l'eau. C'est le fait que ρ, la masse volumique du fluide qui est là, est une masse volumique qui est un mélange entre de l'eau et du sucre. Okay, donc la masse volumique du liquide va de 1 lorsque la concentration est nulle jusqu'à une valeur maximale qui dépend de combien de sucre j'ai mis dans ce liquide. Et donc C est le paramètre qui a les valeurs qu'on veut, qui dépendra de la concentration volumique du sucre dans ce fluide. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ako? Oui, non? Oui, ok, parfait. Voilà, ça c'était les deux questions sur la poussée d'Archimède en juin et au mois d'août 2019. Ah oui, la concentration maximale, eh bien, je l'ai calculée, elle vaut 62,98% en volume. Ou sinon, cette relation est impossible et donc il n'y a rien qui va flotter ici. Maintenant, à vous à chercher si effectivement il y a moyen de dissoudre 62%, presque 63% de sucre dans de l'eau. Ça, c'est les valeurs chimiques que vous pouvez trouver dans ce qu'on appelle les tables de dissolution. Quelle est la valeur maximale en volume de dissolution, par exemple du sucre dans de l'eau, du sel dans de l'eau. Évidemment, tout ça peut être fait aussi avec du sel, peut être fait avec toute substance qui se dissout dans l'eau. Question numéro 4. Eh bien, une question de type, comme je l'ai dit, effet Doppler.
Elle vaut 4 points, donc elle n'est pas extraordinairement complexe. Une échographie utilise une fréquence ultrason de 20 MHz. C'est à peu près toujours les valeurs qu'on utilise entre 20, 40, voire 100 MHz, pour détecter et mesurer la vitesse de déplacement des globules rouges dans le sang. L'échographe, l'émetteur d'ondes d'ultrasons, reçoit une fréquence, la fréquence reçue est de 20,0047 MHz. Donc il reçoit une fréquence plus élevée, légèrement plus élevée que la fréquence émise. On demande de déterminer d'abord si les globules rouges s'approchent de la source ou s'éloignent, et puis de déterminer ensuite en centimètres par seconde la vitesse des globules rouges. Et on signale que la vitesse du son dans le sang est de 1540 mètres par seconde. Alors, Manon demande, je ne comprends pas d'où vient le S au numérateur en isolant L pour passer de la première à la deuxième équation. Eh bien, le S vient simplement du fait que je dois connaître le volume immergé. Et le volume immergé, c'est la longueur du tube fois sa section. Et donc, il faut faire L fois S pour avoir le volume du tube, plus V, qui est le volume de la boule. Et donc, c'est ça qui fait apparaître 1 sur S, tu vois, puisque je divise M par ρ, je fais moins V et je divise tout par S. Et donc, je mets tout au même dénominateur, qui est ρ fois S, et donc S apparaît au numérateur et au dénominateur, S étant la section de ce tube cylindrique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Manon? Parfait. Donc, passons directement. Vous continuez à voir l'IDIA, j'espère. Donc ici, dans l'effet Doppler, je conseille toujours vivement, mais vous faites ce que vous voulez bien entendu, le passage à un diagramme espace-temps. Donc vous avez la position en fonction du temps. Et de là, vous placez les différents acteurs du problème. Alors ici, j'ai un échographe, l'émetteur qui est immobile, et j'ai un globule rouge. Ici, je vais supposer que le globule rouge s'approche. En fait, comme tous les calculs vont être théoriques, eh bien, je verrai s'il s'approche ou s'il s'éloigne d'après les valeurs des différentes fréquences. Qu'est-ce qui se passe? L'émetteur va émettre un son qui va venir frapper le globule rouge et le son va revenir vers l'émetteur. C'est ça le problème. J'ai donc ici une équation de droite, calcul d'intersection avec le globule rouge, équation de retour et calcul du temps de retour vers l'émetteur. Donc j'écris l'équation du globule rouge. L'équation du globule rouge, x globule égale L, la position à l'instant t égale 0, moins sa vitesse fois t. Donc ici, V positif signifie que le globule s'approche, V négatif signifie que le globule s'éloigne. Okay. J'écris le son émis à l'instant T1. T1 est un temps arbitraire où le son a été émis par l'émetteur. Donc, je détermine directement l'intersection, grand T, de ce son émis qui va avec la vitesse C, qui part de x égale 0. Ce son émis va couper la trajectoire du globule rouge en un instant grand T. L'équation est simplement C fois grand T moins T1. Donc, l'équation de l'onde émise du son émis est égale, la position est égale à la position du globule rouge, qui est L moins V du globule fois grand T. Ce qui me permet de trouver le temps où le son arrive au globule. Donc, je fais passer VG fois T de l'autre côté, comme ça j'isole C plus V du globule fois le temps grand T égale L 1 plus, regardez, vous avez un moins là, plus C fois T1, le temps d'émission de ce son. Je peux alors déterminer le temps grand T où le son est reçu par le globule rouge. Je peux aussi déterminer la position où se trouve le globule lors de la réception de ce son. J'ai besoin de la position et du temps pour calculer l'équation du retour de ce son. Okay. L'équation du retour de ce son, c'est le son repart à l'instant grand T de la position du globule à l'instant grand T, puisque j'ai appelé X globule numéro 1, qui est là. Je peux donc calculer la trajectoire du retour et voir à quel moment grand T2 le son revient vers l'émetteur.
À ce moment-là, l'émetteur, lui, il est en position nulle, x égale 0. Et j'ai donc, puisque l'équation du son qui revient est x globule 1 moins c fois t moins grand t, j'ai donc un instant grand T2 qui doit satisfaire cette équation. C'est le temps T2 de retour de ce son. Je peux donc trouver T2 directement, d'après l'équation qui est là, c'est grand T, le temps d'intersection, plus la position du globule divisé par la vitesse du son. Je n'ai qu'à mettre maintenant la valeur de grand T, la valeur de la position du globule, et je trouverai le temps de retour. Donc le temps de retour est simplement une équation, certes tarabiscotée, mais qui me permet, si je connais le temps T1 d'émission, de connaître le temps T2 de réception du retour de l'écho. Donc, je vais décider que le son est émis à l'instant T1 égale 0. Je trouve donc que le temps de retour, si le son est parti de l'instant 0, est cette équation-là, je n'ai qu'à mettre T1 égale 0. Je vais maintenant arrêter le son à un instant grand taux. J'ai donc une deuxième émission qui est la fin, cette fois-ci, du son, qui est donc la deuxième fois le même trajectoire, mais cette fois-ci où T1 égale grand taux. Je trouve donc T2, le temps de la fin, cette fois-ci, comme étant la même équation, mais où j'ai remplacé T1 par taux. Je peux donc calculer la durée entre l'émission et la réception, plus exactement la durée du son reçu, par rapport à la durée du son émis. Je n'ai qu'à soustraire le temps T2 de réception à la fin, moins le temps T2 de réception au début. Je fais cette différence et je vois à ce moment-là qu'il y a beaucoup de trucs qui se simplifient. L sur C disparaît, le L sur C plus VG disparaît, le L divisé par ça disparaît aussi. Bref, il me reste que le temps de réception est égal à C moins la vitesse du globule divisé par C plus la vitesse du globule fois la durée de l'émission. Cette relation-là est vraie aussi bien pour la durée du son que pour la période du son. C'est la même chose. Donc, je peux donc déterminer directement la fréquence reçue, qui est l'inverse de la période. C'est l'inverse donc de cette fraction. Donc, cette fois-ci, c'est C plus V sur C moins V fois la fréquence de l'émission, qui était l'inverse de la période d'émission. La fréquence reçue ici dans mon exercice est plus grande que la fréquence émise, donc cette fraction doit être plus grande que 1, ce qui veut dire que VG est bien positif, ce qui veut dire que le globule rouge s'approche de ma source. Donc, la fréquence reçue étant plus élevée que la fréquence émise, la vitesse du globule rouge est positive, c'est-à-dire ici, dans le sens de ma trajectoire, comme j'ai mis un moins VG, VG est positif, donc le globule rouge se rapproche de la source, de l'émetteur, pardon. Je peux donc calculer de l'équation qui est là en tirer VG, la vitesse du globule. La vitesse du globule est simplement la vitesse du son fois la différence de fréquence divisée par la somme de la fréquence. La différence, elle vaut 0,047 MHz et la somme fait à peu près 40 MHz. La vitesse du son est de 1540 mètres par seconde. J'injecte tout ça dedans. J'ai 1540 mètres par seconde, donc 1,54 10 exposant 3. J'ai 47 10 exposant moins 4 MHz divisé par 40, 0,047 MHz. Donc, j'ai ici 10 moins 4 fois cette fraction qui est presque 1. J'ai ici 10 moins 4, 10, 3, ça fait donc 10 moins 1. J'ai donc ici à peu près 18 cm par seconde. Je trouve la vitesse du globule rouge, qui est effectivement la vitesse moyenne de déplacement des globules rouges dans le sang. Et j'ai répondu donc à la question. Quelqu'un a-t-il des questions à poser sur la résolution de cet exercice? OK. Dans le graphique Colombe, il y a deux événements. Le son est émis et le son est réfléchi. Donc, si je fais l'équation de l'émission et du retour pour un son, eh bien, cette équation sera la même pour n'importe, pour le début du son, pour la fin du son, pour la période. Et donc, je n'ai qu'à étudier quel est le mouvement de l'émission et du retour. Une fois que j'aurai le lien entre le temps de retour T2 et le temps de départ T1,
j'aurai tout problème résolu. Et donc ici, j'écris l'équation du son qui part à l'instant T1, qui est animé d'une vitesse C. Je détermine le temps grand T où ce son touche le globule. J'ai besoin de ce temps grand T, j'ai besoin de la position du globule à ce moment-là pour déterminer l'équation du retour de ce son, de l'écho. Puisque l'écho, c'est X2, c'est la position du globule à l'instant grand T, moins C, puisque la vitesse maintenant est la vitesse de retour dans le sang, fois T moins grand T. Et donc les deux équations qui sont là sont évidentes. Ça, c'est le son qui part, l'équation en rouge. Et ça, c'est l'équation du son qui revient. Et donc pour ça, j'ai besoin de la position du globule rouge quand il a reçu le son et le temps au moment où il a reçu le son. Pour trouver la position et le temps, je dois résoudre l'équation d'intersection de la droite qui est là, de l'émission du son, avec la trajectoire du globule. C'est ce que je déduisais ici. Et donc, quand j'ai trouvé le temps grand T et la position X du globule, je peux alors déterminer le temps T2 du retour. Et comme ce temps est tout à fait général, il dépend uniquement du temps T1, de la distance qui séparait le globule du détecteur à l'instant initial, de la vitesse du globule et de la vitesse du son, j'ai une expression générale que je calcule une fois en faisant T1 égale 0 et T1 égale taux, puisque la distance à ce moment-là entre ces deux temps est la période, ce qui veut dire que ça, c'est bien le temps de la période d'émission, et le retour étant T2, j'aurai ici la différence des deux me donnera la période de réception. Et en faisant cette soustraction, je trouve le lien entre la période de réception et la période d'émission. Et donc après la fréquence, et donc après la vitesse, et voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Manon? Taux est la période ou bien la durée du signal. C'est la même chose. Ici, c'est la période, parce que je me donne la fréquence du signal. Donc, ce qui m'intéresse est simplement la période. Taux est le temps où le signal s'arrête. Or, dans une période, à chaque période, le signal est de nouveau nul. D'accord? Mais ça peut être aussi la durée totale du son. Le son démarre à un moment et s'arrête à un moment. Donc, le temps taux ici peut avoir deux interprétations. Soit c'est la période, soit c'est la durée du son. C'est le même résultat. Le taux qui est là, ça peut être la période reçue, ou bien peut être la durée de réception du son. Le taux émis peut être la période émise, ou la durée d'émission du son. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Manon? OK. Regardons le problème de juin. C'est la même chose. J'ai un dauphin qui émet un son à 25 kHz. Et il émet ce son pendant 1 seconde. Non, par un schéma, je réponds à Andrea qui demandait est-ce que l'on peut justifier le rapprochement et l'éloignement des globules par un schéma, autrement que par le calcul. Non, tu ne sais pas le faire tant que tu ne connais pas la relation entre la fréquence reçue et la fréquence émise. Ici, une fois que tu as découvert la relation de façon tout à fait générale, pour n'importe quelle vitesse de globule, étant donné que la réception est à fréquence plus élevée, tu vois que la vitesse du globule est positive et que le globule se rapproche de l'émetteur. Donc, tant que tu n'as pas fait une relation générale, tu ne peux rien affirmer. Et ce n'est pas un petit schéma qui va te donner ça. Le schéma ne te permet pas de faire. Le schéma te guide dans quel calcul tu dois faire, mais ne te donne pas la réponse de ce calcul. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Andrea? Donc ici, on est de nouveau devant un problème Doppler de juin 2019. J'ai un dauphin qui émet un son à 25 kHz et la durée du son est d'1 seconde. Il nage à vitesse de 20 mètres par seconde en s'approchant d'un obstacle fixe. La vitesse du son dans l'eau est de 1400 mètres par seconde. L'écho lui revient 0,5 secondes après le début. Quelle est la distance à laquelle se trouve l'obstacle? Deuxièmement, quelle est la durée de l'écho et sa fréquence? Donc on voit ici que cette fois-ci que c'est l'émetteur qui est en mouvement et l'obstacle qui est fixe. Ça ne change rien au problème. L'approche est toujours la même. On a un diagramme
position temps. Le dauphin, cette fois-ci, est en mouvement avec une équation V dauphin fois le temps t. L'obstacle est fixe, d'accord? Donc, il y a le début du son qui démarre à n'importe quel temps t1. Il va toucher l'obstacle et il va revenir, c'est l'écho. Si je connais la relation entre le temps de réception et le temps d'émission, comme l'exercice précédent, je sais résoudre tous les problèmes. Le temps d'émission est arbitraire T1, le temps de réception T2 doit être relié au temps d'émission et à toutes les données du problème, la distance de l'obstacle, etc., etc. Donc, l'obstacle, sa trajectoire est terriblement simple, c'est la position de l'obstacle, XO, est égale à L, il ne change pas, puisque l'obstacle est fixe. Donc, je peux trouver directement le temps de, l'équation du son qui part. Eh bien, l'équation du son qui part, c'est la position du dauphin à l'instant grand T1, qui est simplement VD fois T1, plus la vitesse du son fois T moins T1. C'est donc l'équation d'un mouvement rectiligne qui part d'une position donnée avec une vitesse donnée à l'instant T1. Je peux donc calculer directement le temps grand T de réception. Quand est-ce que l'obstacle reçoit ce son? J'écris simplement que la position du son égale la position de l'obstacle. V du dauphin T1 plus CT moins T1 égale grand L, ce qui me permet de trouver grand T. Le temps où le son arrive à l'obstacle est déterminé et je connais bien entendu la position de l'obstacle qui est L. Je peux donc maintenant directement écrire le son qui revient. Le son qui revient part de la position de départ qui est L. Il est animé d'une vitesse moins c puisqu'il revient et il part à l'instant grand T qu'on vient de déterminer. Ce qui me permet maintenant de trouver enfin le temps grand T2 où le dauphin reçoit le premier, l'écho. J'ai donc l'équation du dauphin doit être égale à l'équation du retour du son. J'ai donc V dauphin fois T2 égale l'équation du son qui revient, L moins C fois T2 moins grand T. Grand T étant déterminé précédemment. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver T2, le temps où le son revient au dauphin. D'accord? Donc, je trouve T2 directement en fonction du temps grand T, mais le temps grand T a été déterminé par le temps grand T1. J'aurai donc une relation entre T2 et grand T1. Et donc, la relation entre T2 et grand T1 se trouve aisément. T2 égale 2L plus C moins la vitesse du dauphin fois T1, le temps d'émission du son par le dauphin, divisé par C plus la vitesse du dauphin. Maintenant, j'ai toute la relation entre le temps T2 de réception de l'écho et le temps T1, le temps d'émission du son. Donc, premièrement, à l'instant T1 égale 0, le son part. Très bien. Je peux donc déterminer tout de suite le temps de retour. Le temps de retour, je mets T1 égale 0. Ça s'annule, je trouve 2L sur C plus VD. Donc, je peux déterminer à quel moment l'écho lui revient à 0,5 secondes. Donc, je sais que 2L sur V plus C plus VD égale 0,5. Je peux donc déterminer ensuite le temps T1 égale taux, c'est-à-dire la fin du son ou bien la période, et je trouve le temps du retour de la fin ou de la période pour le dauphin. Je n'ai qu'à mettre T1 égale taux. Donc, je sais que le temps T2 de 0 vaut 0,5 secondes. Ça vaut 2L divisé par la vitesse du son plus la vitesse du dauphin. La vitesse du son est de 1420, la vitesse du dauphin est 20, ça fait 1500. Donc, je peux directement trouver le L. De même, je peux faire la différence entre le temps de réception de la fin du son et le temps de réception du début du son. Je soustrais, le L va disparaître. Bien, le temps de réception est égal à C moins V sur C plus V fois le temps d'émission. Donc, de la première quantité qui est là, je trouve tout de suite que l'obstacle est à 375 mètres. D'accord? Première information. Donc, l'effet Doppler permet de déterminer aussi, lorsque j'ai le temps d'écho, à quelle distance se trouvait l'obstacle. C'est ce qu'on appelle la localisation par effet Doppler. Mais en plus, ici, la durée de mon signal, la durée d'écho, va pouvoir être déterminée. Il a émis un son pendant 1 seconde.
je mets donc 1 seconde fois la différence, eh bien l'écho va durer seulement 0,97 secondes. Donc l'écho est plus court en durée. Donc aussi en période, c'est la même chose. Donc le lien entre la période et la durée est strictement la même, ce qui me permet alors de trouver la fréquence de réception. La période étant plus courte, la fréquence qui est l'inverse est donc plus grande. Et donc la fréquence est l'inverse du rapport qui est là, donc l'inverse de 0,973 multiplié par 25 kHz, je trouve 25,68 49 kHz. Donc la fréquence de réception est plus grande que la fréquence d'émission et la période de réception est plus courte que la période de réception. Voilà. Donc de nouveau, c'est le diagramme qui est là qui permet de tout résoudre. Dans le premier cas, en août 2019, l'émetteur était immobile, c'était l'obstacle qui était mobile. Dans ici, juin 2019, c'est le dauphin, donc l'émetteur qui est mobile, et l'obstacle qui est immobile. Évidemment, on peut imaginer que l'obstacle et l'émetteur soient mobiles ensemble. Mais ça ne change strictement rien à la résolution du problème. On écrit toujours l'équation de l'émission, toujours l'équation de l'écho, et puis on regarde qu'est-ce qu'on nous demande. Ici, par exemple, j'ai donné la durée de réception de l'écho, du début de l'écho, et cette durée-là m'a permis de déterminer à quelle position était l'obstacle. Et donc, bah voilà, et tout ça est dans les équations du schéma de l'espace en fonction du temps. Et c'est la solution algébrique de ces équations, qui sont toutes des équations de droite, mais qui ont toutes un sens physique, n'est-ce pas? Position initiale plus vitesse fois la durée, le temps moins le temps initial. Et donc, chaque fois, c'est la manipulation correcte de ces droites qui va vous permettre de résoudre tous les problèmes. La mémorisation des expressions C moins V sur C plus B, ou C plus V divisé par C moins V, ou C... Bref, cette mémorisation-là est catastrophique parce qu'elle ne marche pas. Il suffit de changer systématiquement une petite donnée du problème pour que l'équation soit différente. De même, si vous mémorisez l'équation, vous ne mémorisez pas la façon dont on doit le résoudre, et donc vous ne pourrez jamais trouver, par exemple, où se trouve l'obstacle. De même, si vous mémorisez ça en termes de fréquence, eh bien, vous ne pourrez pas déterminer quelle est la durée, par exemple, de l'écho par rapport à la durée d'émission de ce son. Excusez-moi, Voilà. monsieur. Oui, dis-moi. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer comment on passe de VDT2 égale L moins C facteur T2 moins T? Parce qu'en fait, quand je fais le calcul pour arriver à T2, je me retrouve avec 2 fois T2. Pour ça, je comprends pas. Tu as ici, tu as la vitesse du dauphin fois T2 qui doit être égale à L moins CT2 moins T. Est-ce que ça, tu es d'accord ou pas? Quelle équation du son qui revient? Oui. Eh bien, tu fais passer le moins CT2, tu le fais passer de l'autre côté, à gauche. Il devient un plus CT2. Oui ou non? Oui. Oui, oui. Bien. Et le moins C moins T, tu le laisses à droite, ça devient un plus C fois grand T. Donc à gauche, tu as C plus VD fois T2. Et à droite égale L plus C fois grand T. Donc tu peux diviser par VD plus C. Et donc tu trouves que ton T2 de réception est L plus C fois grand T divisé par VD plus C. Le grand T est déterminé par cette équation. Mais ce qui apparaît, c'est C fois grand T. Si tu multiplies C par grand T, il te reste que grand L plus C moins V du dauphin fois T1. Le grand L plus grand L te fait 2L, plus C moins V dauphin fois T1. Et tu obtiens le lien entre T2 et T1, où il n'y a plus que L, la position de l'obstacle, C, la vitesse du son, V, la vitesse du dauphin, T1, le temps où le dauphin a émis le début du son. C'est plus clair ou Oui, c'est clair. Merci. je t'en prie. Voilà. Est-ce que c'est OK pour ce genre de choses?
Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce problème? Bien. Parfait. Alors, j'ai décidé, en fait, de démarrer avec vous toute une série d'exemples sur l'électricité. Voilà. Alors, étant donné que c'est un chapitre en soi et que ce sont des problèmes qui ont été posés ailleurs qu'aux examens, hein, étant donné que nous avons cours demain à, je vérifie, moi j'ai 15 heures, est-ce que vous avez aussi 15 heures? Est-ce que demain, 15 heures, vous avez cours avec moi? Oui, non? Oui. Ok, parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais envoyer sur l'université virtuelle et la page Facebook les questions pompées sur l'électricité, puisque les examens, vous les avez déjà. Ici, l'électricité étant nouvelle, je vais vous envoyer ces fichiers et sur l'UV et sur la page Facebook en format PDF, de telle façon à ce que vous puissiez préparer ça pour demain. Et demain, on travaille ensemble un chapitre complet, 4 heures sur l'électromagnétisme et l'électricité. Ça va? Comme ça, après, on se retrouvera le 29 et le 30, où là, on pourra, le 29, réviser les questions de Q1 et le 30, répondre à vos questions, puisque vous avez peut-être des questions que je n'ai pas abordées dans les révisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Donc, demain, on ne fait que de l'électromagnétisme, mais vous recevez aujourd'hui les fichiers PDF pour préparer l'électricité. C'est des fichiers PDF corrigés, bien entendu, hein, il y a déjà toutes les corrections, mais comme ça, vous voyez quel genre de problème on aborde en électricité et magnétisme. Et puis, la dernière semaine du mois de mars, donc le 29 et le 30. Le 29, je fais une révision sur toute la matière de mécanique Q1 en revoyant les exercices de mécanique Q1 des examens. Et le 30, je réponds à vos questions, si vous en avez, en abordant les chapitres aléatoires, ceux qui vous intéressent, etc., en fonction des examens que vous avez à votre disposition ou de questions générales que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Oui. Parfait. Donc, je vais arrêter maintenant la vidéo.